Donc là, on est devant une personnalité. C'est pas le savant classique, c'est pas l'intellectuel classique. Bien sûr, c'est un intellectuel, c'est un savant qui a formé, c'est un moudres, qui a eu beaucoup d'élèves, qui a marqué son époque. Mais il y a il a différentes facettes. Donc, Il est philanthrope. c'est un soufi, et ce qui le distingue, c'est que Cheikh Abdelhalim Ben Smaya a été le nationaliste avant le mouvement national, Oui. avant la création du nationalisme algérien, parce que il a fait des prises de position et elles étaient tellement fermes qu'elles ont marqué même le mouvement national par la suite. Parce qu'à la fin, il a même été ami avec l'Amir Khaled, donc les débuts du mouvement national, qu'on a commencé en 1921 avec l'Amir Khaled et puis Messal El-Hajj et compagnie. Mais lui, c'était bien avant ça, c'était en 1911. Donc, pour remettre un peu le personnage dans son époque, donc il est né en 1866. Quelques années avant la grande révolte de Cheikh El-Haddad El-Muqrani, il y a eu aussi, c'était en plein disette, en plein famine 1866-1868. Donc, c'est ce qui va marquer un peu son enfance. Donc, il y a toujours, la société algérienne est encore ébranlée par l'occupation. Ça fait 30 ans que les Français avaient occupé l'Algérie. L'occupation n'était pas encore terminée. Donc, lui-même, il est descendant de Cheikh El-Kbabti, le dernier mufti maliki Oui, d'Alger de oui, oui. l'époque ottomane, qui a été exilé parce il a pris position contre l'enseignement du français dans les écoles coraniques. Il Euh, était très attaché hein, à l'éducation morale et Bien religieuse sûr, de bien son sûr, enfant. parce qu'il a les gènes de la résistance, il a les gènes de Oui. l'identité algérienne. Au moment, donc je disais après Al-Muqrani et Cheikh El-Haddad, il y a eu par la suite la prise de, donc fin du 19e, il y a eu Cheikh El-Mekki, Ben Badis à Constantine et Ibn Rahal d'Undroma qui étaient un peu les leaders du mouvement national en Algérie. Donc ils ont signé des pétitions, ils ont envoyé des écrits. Donc on est au début du siècle, la donne change. La donne change, donc on va passer à autre chose. Donc lui, il va passer la Grande Guerre, 14-18, donc, et les préparatifs. Il va voir aussi l'insulte des festivités du centenaire. Donc, il va vivre dans ce contexte. Donc, Cheikh Abdelhanim, bien sûr, c'est la formation d'un intellectuel. Je disais que son père était parti avec son grand-père, Cheikh El-Kbabti, à l'exil. Donc, il a passé quelques années. Apparemment, c'est en Égypte qu'il a profité des réformes faites par Mohamed Ali Bek d'Égypte. Donc, puis il est rentré, il s'est marié, il a eu Cheikh Abdelhalim, il a eu aussi son frère aîné Omar, qui était l'artiste, un artiste peintre connu, ami du père des frères Rassim. Donc, il va étudier au début, il va prendre le Coran chez Cheikh Hassan Boubouchachia, donc en plein Kasbah, parce que son père était Moudres à Jama Safir au début, puis à la fin, il est devenu Moudres à Jama Jdid. Donc il va étudier donc Cheikh Ali Ben Haj Moussa, Cheikh Ali Ben Haffaf, Ben Qzadri, donc Abassoum, Cheikh Ben Hamouda et Cheikh Tahir Al-Hadiri. Donc c'est une formation classique. Mais le bonhomme n'était pas classique. Donc il a une maîtrise, une intelligence. Il maîtrisait aussi l'hébreu. Il va s'intéresser, il apprend aussi le français parce qu'il le parlait. Je ne sais pas s'il le lisait ou pas, mais il le parlait. Et puis, il a été engagé en 1896 comme enseignant à la Madrasa Ta'alibiya. Madrasa Ta'alibiya, c'est l'école franco-musulmane, c'est le madrasa. Donc, elle était destinée à former les bashad, donc le corps des institutions religieuses en Algérie. C'était les qadis, les bashad, les imams, les moudres dans les mosquées, etc., etc. Donc, c'est là qu'il a commencé. Il a eu le cours de l'éloquence, le balara. Donc, le balara ou le bayan, c'était sa spécialité. Quand son père a pris sa retraite en 1900, il est devenu moudres à la place de son père à Jama Jdid. Et là, il a commencé à enseigner tout. Donc, le tafsir, le mantiq, le falak, il a tout enseigné. Et l'un de ses meilleurs élèves, de ses plus grands élèves qu'on a tous connus, donc, c'est Cheikh Abdelrahman Jilali. Oui. Et justement, je me base sur le travail, le témoignage de Cheikh Abdelrahman Jilali sur Cheikh Abdelhalim Ben Smaya. D'accord. Donc, voilà. Il est écrivain, enseignant, Bien sûr, journaliste, oui, musicien. Il a plusieurs casquettes. Hein. Justement. Et c'est aussi un grand soufi. Oui. C'est un pôle du soufisme du XXe siècle en Algérie. Donc, c'était juste avant
Cheikh Al-Alawi, et puis par la suite, on a eu Cheikh Omar Bouhafs Zmouri, on a eu Cheikh Belqaïd par la suite, il y a eu d'autres chouyours qui sont les pôles du soufisme en Algérie au XXe siècle. Lui, il a été l'un des plus grands, bien que cette facette n'est pas très développée, n'est pas très connue. Donc, il y a deux événements sur lesquels donc, il faut les souligner. Le premier, c'est la visite de Cheikh Mohamed Abdou en Algérie en 1903. Donc, été 1903. Il y a Cheikh Mohamed Abdou qui vient visiter Alger, après avoir visité en 1902 une année ou deux avant, il avait visité Constantine. Il revient à Alger où il rencontre la notabilité d'Alger, les ulama d'Alger. Et ils ont eu un échange pendant une petite semaine comme ça. Il y a eu beaucoup d'échanges. On n'a pas tout le détail sur ce qui s'est passé. Il y a Saad Ben Cheb qui a écrit un article sur ça. Mais Cheikh Abdou a gardé beaucoup de liens avec les Algériens de l'époque. Donc il y avait Cheikh Mohamed Ben Khouja, on a parlé de lui. Cheikh, bien sûr, Ben Smaya. Il y avait sûrement Cheikh Al-Medjawi qui était aussi une sommité à l'époque. Donc c'est toute la nomenclature algérienne qui a assisté à ce... Quels étaient les échanges, quels sont les détails. On connaît juste un indice. À la fin, ils ont demandé à Cheikh Mohamed Abdou de faire des durs de tafsir. Il leur a dit quelle sura, ils lui ont dit Surat al-Asr. Donc, et avec toutes les significations et le ma'ani de Surat al-Asr. Donc, c'était vraiment un échange subliminaire. Donc, et tout se faisait dans les signes et les indications. Il faut suivre mon regard, comme disait l'autre, pour comprendre. C'était ça. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment développer, ils ne pouvaient pas s'exprimer à l'époque avec l'occupation française. Donc, tout se faisait comme ça. Ça, c'est un fait très important qui a dû marquer et Cheikh Abdelhanim Mesmaya et toute la nomenclature d'Alger. 1911, il y avait les préparatifs de la Grande Guerre 14-18. Les Français voulaient passer à la conscription des Algériens. Il y avait beaucoup de résistance, et de la part des colons français, et de la part des Algériens. Les colons français donc, avaient peur, ils disaient si on leur apprend à manier les armes, ils vont se retourner contre nous, ils vont nous chasser. C'est ce qui s'est passé par la sans qu'ils nous apprennent quoi que ce soit. Ah, exactement, oui. Les gens. Mais d'un autre côté, ils avaient besoin d'effectifs. Donc l'Empire commençait à dépasser leurs limites démographiques, donc ils ne pouvaient plus satisfaire en termes d'armée, en termes de soldats, donc ils avaient besoin d'effectifs, à prendre les effectifs de leur propre colonie, donc ils voulaient prendre des Algériens, mais les Algériens, pour eux, c'était clairement non. Ils sont opposés. À Alger, quand il y a eu la rencontre en juillet 1911, la rencontre s'est faite à la mairie d'Alger. C'est à Al-Qasba, donc c'est la mairie de Al-Qasba, donc il y a dans la salle de réunion, il y avait toute l'élite algéroise, donc il y avait les notables bien sûr, il y avait les ulama, il y avait les nationalistes, il y avait les modernistes comme on les appelait, donc il y avait de tout. Et ils devaient s'exprimer avec le maire d'Alger à l'époque. Il leur a posé la question, quelle était franchement leur position vis-à-vis de la conscription algérienne. Le premier à parler, c'était apparemment Cheikh Abdelhalim Mesmaya. Il commence à développer. Il leur dit combien même les Algériens allaient obtenir la nationalité française par la suite. Ils finiront par perdre leur identité, ils finiront par perdre leur foi. Ils ne seraient plus musulmans. Parce que le risque, c'était d'aller affronter des musulmans et tuer d'autres musulmans. Il y avait aussi le fait d'aller tuer des gens, des innocents, et aller les tuer chez eux, pour que l'Empire français se développe encore plus. Donc, il était hors de question d'accepter. Bon. Mais par la suite, il y a eu, bien sûr, avec toutes ces hésitations, avec toutes ces négociations, en 1914, donc ils ont opté par la conscription des Algériens. Et ce qui a fait donc, les Algériens, il y a eu des milliers de victimes algériennes à cause d'une guerre qui n'était pas la leur, tout simplement. Et puis, donc, pendant la trêve de 14-18, donc il n'y avait plus d'activité intellectuelle à Alger. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Je pense que même je suis sûr que les cours de la Ta'alibia se sont arrêtés. La reprise s'est faite en 1919. Et là, donc, il y a aussi l'Amir Khalid qui arrive et qui commence son mouvement avec l'Iqdam. Donc, il commence à créer un mouvement de revendication, de négociation, d'essayer d'y aller pas par pas, d'acquérir quelques avantages, donc de récupérer quelques droits.
Donc, et Cheikh Abdel Halim Ismaïa y a participé. Donc, on lui a retrouvé quelques publications dans la revue L'Iqdam, où il exprimait une position. C'était toujours, il faut lire entre les lignes, parce qu'il n'allait pas s'exprimer ouvertement comme ça. Donc, tout ça, c'est Cheikh Abdel Halim Ismaïa. C'était donc un savant précurseur du réformisme. Exactement, c'est un réformiste. C'est un titre qui lui a été décerné. Pourquoi ? Parce que c'était les premiers Algériens qui ont bu dans le ruisseau du réformisme, dont les leaders étaient Cheikh Al-Afghani et Cheikh Mohamed Abdou. Donc maintenant, on pense que l'Islah a commencé avec le mouvement des ulama en 1900. C'est pas vrai, il faut dire que historiquement, c'est pas vrai. L'Islah a commencé bien avant. Si on cherche bien, ouais. Bien sûr, en premier, il y avait bien sûr Cheikh Abdelkader Medjawi qui a publié son livre déjà en 1870, donc il avait publié un livre très important sur la réforme de l'enseignement. Et puis, donc, il y a eu un mouvement en Égypte et dans le Moyen-Orient avec Cheikh Mohamed Abdou et Cheikh Jamal Din Afghani. Les Algériens lisaient les journaux qui venaient d'Égypte. Donc, c'est des journaux qui venaient par bribes. Donc, ils se les passaient de l'un à l'autre. Donc, ils buvaient ce qu'ils lisaient parce qu'il n'y avait pas de presse arabe, il n'y avait pas de publication ici. Il y a eu aussi l'arrivée des Rodossi qui ont créé un commerce de livres en Algérie. C'était aussi les premiers à faire ça en Algérie, c'était très important. Donc ils allaient en Égypte pour ramener des livres, puis par la suite c'était des colis, et puis ils ont commencé, à la fin ils ont développé leur propre imprimerie. Donc tout ça a fait c'est le réformisme. Donc, c'est ce qui a fait qu'on arrive à un résultat qui était tout ce qui est venu par la suite, 1930, Jamiat al-Ulama, il y avait Sayyid Hachama, etc., etc. Donc, l'enseignement, ça s'est développé. C'est pas venu d'un coup comme ça. C'est pas c'est pas un mouvement ex nihilo. Donc, il est tombé du ciel. Voilà. Donc, un savant précurseur du réformisme, il était aussi un irréductible anti-assimilationniste. Exactement. Il était totalement contre l'assimilation des Algériens. Donc, il a refusé la conscription, il l'a dit ouvertement. Et il a payé aussi par la suite. Donc, il a été persécuté, il a été harcelé par les services. Donc, il paraît qu'il a même été emprisonné quelquefois. Donc, parce que à la fin, pour se protéger un peu, pour se préserver la vie. Donc, il a fait un peu le dos rond quelque part. Pas le dos rond, non, pas du tout. Donc, il a fait le grand mystique. Le mystique, l'ascète qui a abandonné la vie. Donc, il prenait son cheval et il partait, il errait dans les rues comme ça, donc comme si c'était un illuminé comme ça. Mais en vérité, donc, il s'est préservé. Il a protégé sa vie parce qu'il y a d'autres qui ont été éliminés. Donc, il le sait très bien. Et puis même à l'époque coloniale, les autorités françaises de l'époque ont reconnu en lui un homme exceptionnel. Par la suite, pas du tout. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par exemple, donc, si je le compare avec ses collègues qui ont enseigné avec lui, donc à la Madrasa Alibia, lui, il a eu la fameuse croix de Légion d'honneur qu'à la fin de sa vie en 1928. D'accord. Donc, il est mort 5 ans après, alors que ses collègues l'ont eu bien avant. Bien 1910, 1909, tout dépend. Donc, donc, ils ont été un peu obligés. Et même quand il est mort, ils ont décidé de nommer donc, sur lui... officier d'instruction publique, donc le 21 Mais c'est bien après, c'est à la fin de sa vie qu'il a eu ça. Et chevalier de la Légion d'honneur exactement. Donc, ils ont baptisé soi-disant une ruelle. Quand je suis parti la voir, c'est un escalier, en fait. Ah, c'est vraiment, c'est que pour le titre, c'est que pour... Voilà, pour dire que c'est un passage, Cheikh Abdel Halim Ben Ismaïa. C'est bien de le souligner, parce bien que sûr, quand on va chiner sur la toile, c'est pas du tout l'impression qu'on a... Non, pas du tout. D'accord. Donc, et lui, il s'est aussi déterminé sur des questions qui lui semblaient très importantes à l'époque. Donc, il a lu dans le journal, mais on ne sait pas c'était quelle fatwa. C'est apparemment une fatwa égyptienne sur riba. Donc, les intérêts bancaires qui commençaient, il y a la banque qui commençait à se développer dans les pays musulmans. Donc, lui, il a tout simplement refusé. Donc, il a fait une fatwa, ihtizaz al-atwad wal-ruba min mas'alati tahlil al-riba. Donc, il s'est exprimé contre cette fatwa, donc il l'a développé dans un livre. Et ce qui est curieux, c'est que lui, qui était donc descendant, donc c'est une famille d'origine ottomane, donc là, il a utilisé comme référent le fiqh al-Hanafi. Donc toutes les références citées dans le livre, c'est des références de fiqh Hanafi, mais
quand les gens, les Algérois allaient lui poser des questions, ils lui demandaient des choses, des fatwas, il leur répondait selon le rite malikite, le madrasa al-malikiya, qui était de rigueur pour la majorité des Algériens à l'époque. Donc il respectait. Et il a publié un livre aussi sur le soufisme. Personne ne l'a vu pratiquement, même Cheikh Abdelrahman Jilali apparemment il ne l'a pas vu, parce que apparemment il s'est exprimé contre certaines positions de Tariqa Tijaniya. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et du coup les gens sont partis, ils ont acheté tous les exemplaires, et ils les ont fait disparaître. Donc ça c'est aussi. Il y a aussi une autre facette, c'était aussi un poète. Oui. C'était aussi un poète, donc point de vue soufisme, au début il a été Rahmani, donc il a embrassé Tariqa Rahmaniya apparemment parce qu'à l'époque Cheikh Mohamed Ben Qasim al-Hamni, donc il venait s'installer une fois par an à Sidi Mohamed à Alger. Apparemment, il a été Rahmani. Il a été sûrement Rahmani. Puis, il est devenu aussi Tijani par la suite. Il a été même Muqaddam de la Tariqa Tijaniya à Alger. Donc, ça. Et puis, il y avait aussi une tradition très connue à Alger, c'est la tradition des Mouloudiyettes. À l'époque, donc dès le début de Rabi' al-Awwal, du mois du prophète salam de naissance, donc il faisait des séances de sama', donc c'était des qsaïd qu'il chantait dans les différentes mosquées d'Alger. Il commençait par Sidi Abdelrahman Ta'alibi, Jam' al-Kbir, puis Jam' al-Jdid, puis à la fin ils font jusqu'à Sidi Mohamed pour la fin. Ils faisaient une tournée une fois par semaine. Donc après la prière, ils font une grande halqa et puis ils chantent, ils déclament. Donc c'était des qsaïd écrites par des ulama algérois et qu'ils déclamaient suivant les tobou' du chant andalou. Maintenant, ça s'est perdu, il n'y a plus personne qui fait ça. Donc, depuis la mort de Amer Reda, Allah Amer Reda Bstanji, pratiquement personne ne le fait. Donc, lui, il a été le dernier à écrire un poème sur ça. Donc, je vais lire deux vers de lui. Donc, il dit يا روح سار تعطر من نشر أهل الخيام بالله سر تتخطر واحمل إليهم سلامي بلغ إلى أهل طيبة مني عظيم التحية قف وقفة مستطيبة عند كريم السجية وانشق هنالك طيبة من روضة عبقرية. C'est très beau. Bien sûr, c'est Cheikh Abdelhalim Msmaïa. Oui, ça me donne envie de lire la suite aussi. Je n'ai pas la suite, ça c'est Cheikh Abdelrahman Jilali qui a cité dans quelques vers de ce poème dans son livre. Et puis sa mort, son décès quand il est mort, donc janvier 1933, je termine, je sais que. Donc, c'est intéressant, mais moi je me suis oubliée. Exactement, je m'excuse. Donc, l'enterrement, donc il devait ramener Cheikh Abdelhalim Msmaïa pour l'enterrer à Sidi Abdelrahman. Et là, c'était un fait national parce que c'est sorti même dans les journaux français, parce que les Algériens, pour l'enterrement de Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa, ils ont récupéré, ils se sont réappropriés la ville européenne d'Alger qui leur était interdite, parce que les Algériens étaient complètement, ils étaient embrigadés dans la Casbah, ne sortaient plus, ne sortaient pas. Donc l'enterrement et le janaza a fait le chemin entre Sidi Mohamed jusqu'à Sidi Abdelrahman. Donc là, ils ont traversé tout Alger, et ça a été un fait nationaliste, bien sûr, l'un des faits marquants qui ont marqué l'époque. J'apprends beaucoup de choses. Hein. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. La semaine prochaine, vous serez parmi nous, j'espère. Vous parlerez de qui ?